Bonjour à tous, la vidéo que je vous présente aujourd'hui traite d'un sujet crucial dans le domaine de la pédagogie moderne, c'est l'apprentissage actif. L'objectif est de mettre en lumière les points clés et les concepts fondamentaux de cette thématique. Je vous laisse découvrir la vidéo. On a tous déjà vécu ça, pas vrai? On s'assoit dans un amphi ou une salle de classe, on écoute sagement un prof parler pendant des heures, et on a l'impression que le savoir va simplement, par magie, s'imprimer dans notre cerveau. C'est l'illusion parfaite de l'écoute passive. Mais la science nous dit tout l'inverse. Alors bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va complètement déconstruire cette idée reçue et plonger ensemble au cœur d'un sujet absolument passionnant, la science de l'apprentissage actif. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Au programme de notre synthèse aujourd'hui, on va d'abord définir nos objectifs, puis explorer les mécanismes neuropsychologiques en jeu, comprendre le rôle moteur de la motivation, découvrir le concept un peu fou de la difficulté désirable, analyser les preuves concrètes de son impact, et on terminera par un petit quiz pour bien fixer tout ça. Première section, introduction et objectifs. Avant d'aller plus loin, mettons-nous bien d'accord sur ce qu'est vraiment l'apprentissage actif. En fait, tout ça repose sur une théorie majeure qu'on appelle le constructivisme. Le célèbre psychologue Jean Piaget a remarqué un truc fondamental. Le savoir, ça ne se transfère pas bêtement d'un cerveau à une autre. Ça se construit brique par brique. En gros, pour apprendre, on doit donner du sens aux nouvelles infos en les connectant à ce qu'on sait déjà. C'est littéralement l'opposé du prof qui parle dans le vide face à une salle silencieuse. L'apprentissage actif, ça se traduit par des techniques très concrètes. On parle souvent du think pair share pour réfléchir et échanger à deux, ou de la méthode Jigsaw, où chacun devient l'expert d'une partie du sujet pour reconstituer un immense puzzle collectif. Bref, on devient véritablement l'acteur principal de sa propre compréhension. Deuxième section, les mécanismes neuropsychologiques. Parce que oui, tout ça, c'est très physique dans notre cerveau. Le grand neuroscientifique Stanislas Dehaene a résumé ce processus en 4 piliers absolument essentiels. D'abord, l'attention, qui agit comme un vrai projecteur dans notre esprit. Ensuite, l'engagement actif. Puis, le retour sur l'erreur. Et oui, se tromper, c'est indispensable pour ajuster le tir. Et enfin, la consolidation, pour ancrer tout ça durablement. Mais s'il y a une seule chose à retenir ici, c'est cette conclusion implacable de Dehaene. Un organisme passif, ça n'apprend tout simplement pas. Point barre. Sans engagement direct de notre part, la mémorisation ne s'active pas. Alors attention, cet engagement, on ne fait pas tout seul dans son coin. C'est là qu'intervient le constructivisme social de Lev Vygotsky, avec son idée géniale de la zone de développement proximal. Imaginez ça comme le juste milieu parfait. Si une tâche est trop facile, on n'apprend rien. Si elle est trop dure, on se décourage direct. L'idée, c'est de trouver cet espace entre les deux. Et grâce à un bon accompagnement, ce qu'on appelle un étayage, on construit un pont au-dessus de ce gouffre pour atteindre une vraie compréhension profonde et autonome. Ce qui nous amène à la troisième section, motivation et autodétermination. C'est le vrai carburant de notre cerveau. L'idée forte de la théorie de Deci et Ryan, c'est que la question n'est pas de savoir si on a beaucoup ou peu de motivation, mais plutôt de regarder sa qualité. D'un côté, on a la motivation contrôlée, faire une tâche par pression, pour une note ou par peur d'être puni. De l'autre, on a la motivation autonome, celle qui vient d'un vrai choix libre et d'une curiosité authentique. Et croyez-moi, les études sont super claires là-dessus, c'est cet engagement autonome qui permet d'aller chercher un apprentissage conceptuel beaucoup plus poussé et qui nous donne une vraie énergie mentale. Mais alors, comment on la déclenche, cette fameuse motivation autonome? Eh bien, il faut nourrir 3 besoins psychologiques de base. 1. Le besoin de compétence, c'est-à-dire se sentir capable et efficace. 2. Le besoin d'autonomie, sentir qu'on est à l'origine de ses propres actions. Et 3. Le besoin d'appartenance sociale, le fait de se sentir connecté et soutenu par les autres. Quand vous arrivez à réunir ces 3 nutriments, le désir d'apprendre s'enflamme littéralement. Quatrième section, et accrochez-vous bien car c'est assez contre-intuitif, la difficulté désirable, ou pourquoi l'effort est absolument nécessaire. Ce qui est vraiment fascinant sur cette slide, c'est le paradoxe mis en lumière par le psychologue Robert Bjork. Il nous dit qu'il faut carrément se rendre la tâche difficile, mais dans le bon sens du terme. Spontanément, on se dit tous que l'apprentissage idéal devrait être fluide, facile, sans aucun blocage. Mais en fait, injecter de la difficulté de façon stratégique, c'est très exactement ce qui va décupler votre capacité à retenir les choses sur le long terme. C'est ça qu'on appelle la difficulté désirable. Pour faire simple, Bjork a développé la nouvelle théorie de la désuétude. Ça sépare la force de récupération, c'est-à-dire l'accès immédiat à une information, et la force de stockage, qui est le vrai ancrage du savoir dans votre tête. Le truc de fou, c'est que plus vous oubliez une information avant d'essayer de vous en souvenir, plus l'effort que vous faites pour la retrouver va bétonner cette force de stockage.
Donc il faut absolument arrêter de confondre l'illusion de la performance immédiate avec le véritable apprentissage. Typiquement, relire ses notes en boucle, ça donne l'impression de maîtriser le sujet. Les mots semblent familiers, mais c'est un mirage total. Le vrai apprentissage demande un effort laborieux. Il faut aller chercher l'info dans sa mémoire, avec des outils comme le One Minute Paper pour synthétiser vite fait ou la technique du Muddiest Point pour cibler exactement ce qu'on n'a pas compris. C'est clair que ça ralentit un peu au début, mais sur le long terme, les bénéfices sont monumentaux. Cinquième section, l'impact prouvé. On va voir comment tout ça se traduit concrètement sur le terrain avec l'étude de Freeman en 2014. Et là, le point crucial de toute cette histoire, c'est ce chiffre, 55%. Ça a fait l'effet d'une véritable onde de choc dans le monde de l'éducation. Dans sa méta-analyse monumentale portant sur 225 études en sciences et maths, Scott Freeman a révélé un truc fou. Les étudiants dans des cours magistraux passifs ont 1,5 fois plus de risques d'échouer. Ça fait une augmentation de 55% du taux d'échec comparé à ceux qui font de l'apprentissage actif. C'est tout simplement énorme. Et ce graphique de densité l'illustre à la perfection. Regardez la courbe orange, qui représente l'enseignement magistral classique. Elle est massivement poussée vers la droite. Le pourcentage d'étudiants qui échouent est super élevé. Maintenant, observez la courbe bleue, celle de l'apprentissage actif. Elle glisse complètement vers la gauche. La quantité d'échecs s'effondre. Et on ne parle pas d'un cas isolé, c'est une réalité statistique systémique. Mais attendez, non seulement on réduit les échecs, mais on booste aussi l'excellence. Sur 158 études indépendantes, on constate que les scores aux examens grimpent de presque un demi-écart type, plus 0,47 en moyenne avec l'apprentissage actif. Concrètement, dans la vraie vie, c'est suffisant pour faire passer la note moyenne d'une classe au palier supérieur. Ça prouve de manière totalement indiscutable l'avantage universel de cette méthode. Et pour finir, section 6, le fameux quiz final. Parce qu'en jouant le jeu maintenant, vous allez précisément pratiquer cette récupération active dont on vient de parler. Aïe, première question. On va fouiller un peu dans nos mémoires. Retour à la partie sur la neurocognition. Parmi les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, lequel exige très exactement que le cerveau génère des hypothèses et fasse des prédictions? La réponse est l'engagement actif, bien sûr. C'est le mécanisme qui oblige votre cerveau à se mouiller avant d'avoir la correction. Et gardez toujours en tête cette loi fondamentale, un organisme passif, ça n'apprend pas. Deuxième question, on passe au moteur de la motivation. Selon la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, quels sont les 3 besoins psychologiques de base qu'on doit absolument nourrir pour déclencher cette puissante motivation autonome? C'est le trio magique. Compétence, autonomie et appartenance sociale. C'est seulement quand on coche ces 3 cases qu'on peut s'engager avec une vraie vitalité, loin de la pression et de la contrainte. Et enfin, la dernière question, centrée sur nos données empiriques. D'après la gigantesque méta-analyse de Freeman de 2014, le risque d'échec augmente de quel pourcentage précis lorsqu'on subit un enseignement purement magistral? Et ce chiffre qui donne le vertige, c'est 55%. Ça montre bien que l'innovation pédagogique, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Quand on sait tout ça, des mécanismes neurobiologiques jusqu'aux pures statistiques de réussite, une question s'impose de façon évidente. Est-ce que la passivité a encore la moindre place dans notre façon d'envisager l'apprentissage aujourd'hui? C'est sur cette réflexion un peu provocante que s'achève notre décryptage. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très bientôt pour des nouvelles découvertes passionnantes.